Le point qui va être très important pour atteindre l'objectif, c'est donc déjà qu'il soit clair, qu'il soit atteignable moyen long terme et surtout que la marque soit prête à tester beaucoup. Faire du A/B testing notamment aussi. Exactement. Imaginez, vous êtes sur une avenue commerçante, sur les Champs-Élysées par exemple. Si vous faites que du sponsor product, c'est un peu comme si vous aviez qu'une vitrine sur toute l'avenue. Si vous combinez sponsor product, sponsor brand et sponsor display, le mélange des trois fait en sorte que vous êtes présent sur toute l'avenue. Les passants vous voient partout, vous faites plus de ventes et vous êtes plus visible. On va prendre l'exemple des brosses à dents. Tu vends des brosses à dents en bambou. Ça a été la mode pendant un moment. Du coup, tu vas te dire, ok, super, je vais cibler le mot-clé brosse à dents. L'expérience, je sais que ce mot-clé-là va dépenser beaucoup d'argent parce que les enchères vont être très chères et les personnes qui recherchent des brosses à dents ne recherchent pas forcément des brosses à dents en bambou. Alors bonjour à tous, aujourd'hui je suis super content d'être avec mon associé Quentin dans cette vidéo, dans ce premier podcast en quelque sorte qu'on fait sur le sujet, les 10 questions qui reviennent le plus de nos clients sur Amazon Ads. Pour me présenter, je m'appelle Erwan, donc je suis un des fondateurs de Skyvision. Nous, Skyvision, on est une agence dédiée exclusivement à la publicité sur Amazon. On accompagne les marques qui veulent atteindre leur objectif. Et je vais te laisser te présenter tout simplement, Quentin. Donc moi, c'est Quentin, je suis en charge des opérations sur la partie Skyvision. Et donc aujourd'hui, on va répondre justement aux 10 questions qu'on a le plus, à la fois que ce soit dans la partie audit, qu'on offre à chacun de nos clients, mais à la fois sur les calls mensuels qu'on a avec chacun de nos clients. On va voir les 10 questions qui reviennent le plus, on va y répondre ici et on va espérer que ça vous aide dans votre parcours sur Amazon. Exactement, et moi je vais prendre le rôle de l'intervieweur. Quentin va répondre à toutes les questions. Quentin, les clients se demandent souvent quel type de publicité sur Amazon choisir. Il y en a 3 principales, le sponsor product, le sponsor brand et le sponsor display. Elles servent chacune à différents objectifs. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus Oui, bien sûr. Donc effectivement, tu as à la fois le sponsor product, donc là qui va servir à mettre en avant un produit unique et à s'afficher directement sur les premiers résultats de recherche d'Amazon. Tu vas avoir le sponsor brand, là pour promouvoir ta marque notamment, et tu vas avoir le sponsor display qui va servir notamment à cibler à la fois sur et en dehors d'Amazon autour des audiences qui vont s'intéresser de près ou de loin à ton produit. Chacune va avoir des objectifs effectivement donc différents. Ouais. Mais l'idée, c'est d'avoir une stratégie complète avec ces 3 formats publicitaires pour prendre l'intégralité des positions sur des mots-clés, des produits, des audiences que tu auras ciblés au préalable afin justement de pouvoir monter ton organique au maximum et pouvoir maximiser tes ventes. Ouais, c'est vrai que nous, dans les audits, par exemple, on a beaucoup de marques qui viennent nous voir et on se rend compte qu'elles font que du sponsor product. Donc, elles n'utilisent que 1/3 des possibilités sponsorisées sur Amazon. Et on aime bien prendre l'exemple suivant qui est de, imaginez, vous êtes sur une avenue commerçante, sur les Champs-Élysées par exemple. Si vous faites que du sponsor product, c'est un peu comme si vous aviez qu'une vitrine sur toute l'avenue. Alors que si vous combinez sponsor product, sponsor brand et sponsor display, le mélange des 3 fait en sorte que vous êtes présent sur toute l'avenue. Donc les passants, forcément, ils vous voient partout. Et si ils vous voient partout, vous faites plus de ventes et vous êtes plus visible. Exactement. Ok, on peut enchaîner sur la deuxième question qui concerne maintenant le ciblage. Alors, il y a plusieurs types de ciblage. Quel type de ciblage faire entre tout ce qui est automatique, donc les campagnes automatiques, les ciblages exacts, expression, large. Comment est-ce que toi, tu gères un petit peu ça Ce qui est intéressant sur les types de ciblage, c'est de tout tester. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup de marques qui font que de l'automatique ou que du ciblage, on va dire, sponsor product avec un peu d'exact, d'expression, etc. L'idée, c'est qu'il faut tout tester. À la fois, il faut tester de cibler des mots-clés, mais également des produits qui soient concurrents ou complémentaires. Et de voir ce qui fonctionne tout simplement en fonction de tes objectifs. Si ton objectif, c'est de faire plus de ventes, dans ce cas, tu vas tester un ciblage peut-être plus large. Si ton objectif, c'est de faire de la rentabilité, forcément, tu vas affiner les ciblages. Donc voilà, l'important, c'est de tester et de voir ce qui fonctionne. Le large, qu'est-ce que tu penses du ciblage large ? Alors, j'aime pas trop le ciblage large. Ouais. Parce qu'en fait, il va rentrer en concurrence avec le ciblage automatique. Okay. Pourquoi ? Quand tu vas cibler un mot-clé, Amazon va cibler largement autour de ce mot-clé. Ouais. C'est très intéressant pour justement trouver les ciblages qui sont intéressants à cibler derrière davantage en exact ou en expression. Sauf que l'automatique se charge déjà de ce travail et j'ai envie de dire se charge même mieux de ce travail parce que l'automatique va aussi cibler des ciblages complémentaires à ton produit, chose que le large ne va pas faire forcément. Donc en fait, il faut utiliser les ciblages manuels pour cibler précisément en exact ou en expression ce qui a déjà fonctionné via l'automatique. Le large finalement n'a pas vraiment d'intérêt sur Amazon.
Alors, en termes de performance sur Amazon Ads, on a plusieurs KPIs qui reviennent très très souvent. Les clients peuvent parfois un petit peu se mélanger entre chacun. Et donc, on a par exemple l'ACOS, on a le TACOS, on a le ROAS. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Alors effectivement, il y a des clients qui fichent de tout ça et qui veulent qu'on gère l'intégralité de la chose, mais il n'y a pas de souci. Mais il y a des clients qui veulent s'intéresser, qui veulent comprendre. Totalement, ouais. Donc c'est très important. Il y a effectivement une différence entre ces 3 points. La cause, déjà, ça va concerner uniquement la publicité. C'est-à-dire que ce sont les dépenses publicitaires sur le chiffre d'affaires généré par ces publicités. Là, tu vas avoir la cause qui va définir finalement ta performance publicitaire. Ensuite, tu as le TACOS, qui lui va être la métrique vraiment la plus importante sur Amazon, qui, elle, va être les dépenses publicitaires sur ton chiffre d'affaires global. Donc, publicité plus organique. Et finalement, ça va être le plus important parce qu'il va définir, si tu as 10% de TACOS, ça veut dire que si tu fais 10 000 euros de chiffre, tu as 1 000 euros de dépenses. C'est très facile et ça permet d'évaluer après ce qui te reste en marge nette. C'est très important. Ouais, totalement. Et j'ai l'impression que souvent les clients sous-estiment un petit peu ce KPIs et ils ne le connaissent pas forcément non plus. Mais il faut savoir que quand on fait de la publicité sur Amazon, on a également un effet évidemment sur l'organique. Parce que donc, les ventes qui sont faites en sponsorisé, elles permettent aussi de booster le positionnement organique. Donc c'est évidemment l'ensemble qu'il faut regarder, à la fois des ventes sponsorisées et des ventes organiques, mais par rapport à ton budget ads investi, quoi. Je l'aurais pas mieux dit. Et donc le ROAS, c'est l'inverse finalement de la cause. Ce sont les ventes générées sur les dépenses publicitaires. Les ventes générées via la pub sur les dépenses publicitaires, mais finalement ça a le même objectif de mesurer l'efficacité ou non des campagnes. Pour différencier bien l'ACOS et le ROAS, plus tu as un ACOS élevé, moins ta campagne performe, convertit. Au contraire, plus elle est faible, plus ta campagne convertit. À l'inverse d'un ROAS, plus elle est élevée du coup, plus elle est performante. Et plus il est faible, et moins la publicité est performante. Dans l'idée, un ROAS de 5, ça veut dire que pour 1 euro de pub généré, vous générez 5 euros de vente. Mais un ROAS de 5, ça correspond à un ACOS de 20%, parce que 1 euro de pub sur 5 euros de vente, ça fait 20% de budget ads. C'est pareil au final, c'est juste deux façons de le calculer, quoi. Exactement. Et la dernière métrique que je rajouterais, et que les clients sous-estiment, c'est la dépendance à la publicité. Ouais. C'est-à-dire que nous, à chaque fois, on calcule la dépendance à la publicité qui, du coup, finalement, va influencer le TACOS. Ouais. Donc, la dépendance à la publicité, c'est quoi? C'est la différence entre le nombre de ventes générées via la publicité et le nombre de ventes globales. Ouais. Donc, si tu fais, par exemple, 200 ventes par mois au global et que tu fais 100 ventes via la publicité, tu es dépendant à 50% de la publicité. Ouais. Ce qui est pas mal, c'est qu'en fonction des périodes, on va aller augmenter ce pourcentage justement pour aller prendre des positions. Et d'autres périodes qui amènent à plus de rentabilité, on va justement chercher à diminuer ce pourcentage pour diminuer justement le TACOS. Ouais. Est-ce que toi, tu as un objectif, une échelle à viser sur ce pourcentage de dépendance à ads? Déjà, on remarque que beaucoup de clients qu'on prend dans l'agence ont une dépendance à la publicité très forte parce qu'ils ciblent très large et n'ont pas vraiment de stratégie efficace. Tu peux donner un chiffre aussi très fort? Qui sont entre 60 et 80% de dépendance à la publicité. Donc, 60 à 80% de leurs ventes proviennent des pubs. Ouais. L'idée, nous, en fonction des niches, en fonction des produits, voilà, ça peut être très différent, mais c'est de se rapprocher des 40%, voire des 30% même dans certains cas, pour avoir une stratégie vraiment efficace, à la fois en vente et en rentabilité. Et je vais faire un petit point d'attention, vraiment. Et ça, c'est beaucoup de clients qui nous font les remarques. Oui, j'ai un ACOS, un ROAS, etc. À l'instant T, sur le jour même. Ce qui est très important, c'est de regarder toutes ces statistiques dont on vient de discuter. C'est de les regarder sur 7 jours glissants, en excluant les 2 jours actuels. Les 2 derniers jours. Pourquoi? Parce qu'Amazon va mettre du temps à remonter les données. Et pour avoir des données fiables, on prend les 7 jours, on exclut les 2 derniers. Et là, on peut faire des analyses, là, on peut arbitrer, prendre des décisions. Voilà. Effectivement, il peut mettre jusqu'à 48 heures, si je ne me trompe pas, pour remonter toutes les données. Ouais, normalement un peu moins, mais nous, on prend 48 heures, on est sûr au moins que ce soit fiable. Sur le display, c'est un peu plus spécifique, mais on prend quand même 2 jours d'écart, c'est le principal. En audit, ce qu'on me dit souvent, c'est « Ah là là, j'ai un souci, j'ai un ACOS trop élevé, comment est-ce que je peux le réduire ?» Alors, ce qui est important déjà, c'est de surveiller ta conversion. Si tu as un taux de conversion faible, forcément, tu vas moins convertir, tu auras beau faire des clics,
ça ne convertira pas, donc tu auras un ACOS élevé. Ouais. Déjà, regarde si ta conversion est autour des 10% ou autour des 1%. Et tu verras qu'en l'améliorant, en passant de 1 déjà à 5, tu verras que ton ACOS automatiquement va s'améliorer. Ouais. Là, c'est le premier point. Maintenant, il y en a beaucoup, effectivement, qui ont un ACOS élevé et pourtant un très bon taux de conversion, de très belles fiches produits, une très belle marque. En tout cas, il y a plusieurs éléments. Soit, effectivement, on voit que des campagnes, notamment automatiques, larges ou autres, avec aucun ciblage négatif. Pourtant, il y a des mots-clés qui ont fait des centaines de clics, 0 vente, et qui sont toujours présents, et Amazon ne se gêne pas pour les cibler. Ne pas hésiter, mettre en négatif. Amazon a d'ailleurs sorti des statistiques là-dessus, que juste mettre en négatif peut augmenter fortement la cause. Diminuer fortement la cause et augmenter le ROAS. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, tu vas avoir un ACOS potentiellement élevé sur une campagne globale qui cible plusieurs mots-clés. Mais à l'intérieur de ces mots-clés, l'enchère est le même. On voit des clients qui ont mis le même enchère partout. Sauf que l'enchère s'adapte en fonction du ciblage, en fonction de la cause de chaque ciblage. Donc c'est important. Si tu as un mot-clé qui surperforme, bah, évidemment, tu augmentes l'enchère. En revanche, si tu as un mot-clé, tu vois, qui sous-performe, mais qu'il est important parce qu'il fait quand même beaucoup de ventes, bah, dans ce cas, diminue peut-être un petit peu l'enchère. Ça permet de le garder, toujours faire des ventes et d'augmenter derrière ton ACOS. Donc, ajuster l'enchère et le budget, on l'a dit tout à l'heure dans une autre question, en fonction des ciblages et des campagnes, c'est un des meilleurs moyens pour baisser ton ACOS. Ensuite, autre point aussi très important, on voit des clients qui ciblent tout leur catalogue. Ils arrivent, ils ciblent tout le catalogue sur une campagne. Ils mettent tout sur une campagne, hop, ensemble. Très bien. Sauf qu'on remarque que bien sûr, tu as toujours un 20-80. Bien sûr. Et tu as toujours 2-3 asines. Enfant, je parle d'un même parent qui performe bien mieux que les autres. Bah, dans ce cas, stratégie très simple. Et pourtant, pour l'instant, on n'a vu personne la mettre en place sur nos clients. C'est de cibler le 20% qui performe le mieux en termes de vente, d'ACOS, etc. Tu les cibles et tu les cibles que et ensuite tu crées des campagnes à côté où les autres enfants vont cibler ces mêmes asines. Ça permet à la fois de protéger ta fiche produit en défensif, on reviendra dans une autre vidéo, abonne-toi à la chaîne, et en même temps, bah, ça permet justement de baisser ton ACOS puisque tu cibles les asines qui convertissent le mieux. Maintenant, on peut se focaliser sur le budget, qui est aussi un vrai sujet qui revient très souvent. Comment toi tu gères le budget? Qu'est-ce que tu préconises? Bah, le budget, c'est vraiment la question qui revient le plus de nos clients. Donc, c'est très important de définir son budget en fonction de ses objectifs. Donc, les deux principaux objectifs, ça va être un objectif de notoriété, par exemple. C'est-à-dire, on veut aller faire des ventes, on veut faire connaître sa marque sur Amazon. Dans ce cas, bah, il va falloir allouer un budget assez conséquent pour pouvoir ranker le mieux possible sur Amazon. Mais on peut aussi avoir un objectif de conversion. Donc là, on veut maximiser la rentabilité, le profit de sa marque sur Amazon. Et donc, dans ce cas, on va davantage affiner les ciblages. Par exemple, si on a attribué un budget de 2 000 euros sur le mois et qu'on a fait 20 000 euros de vente, on a généré 20 000 euros de vente. Bah, dans ce cas, on va avoir un TACOS de 10%. Si on est dans un objectif de croissance et qu'on se dit, bah, finalement, un TACOS de 10%, on peut aller l'augmenter pour aller chercher toujours plus de positions. En revanche, si on est dans un objectif de conversion, 10% peut paraître beaucoup en fonction des marques, s'ils ont des produits plus ou moins chers, etc. Dans ce cas, on va se concentrer à l'affinage des ciblages pour justement essayer de diminuer ce budget. Ça va être très dépendant de ton objectif. Par exemple, on a un client sur lequel on a fait x8 sur son chiffre d'affaires global sur Amazon. Client qui avait une stratégie donc globale, qu'on conseille d'ailleurs, avec des réseaux sociaux, de la publicité sur Google, etc. Ce qu'il a fait, c'est que tout simplement, il a vu que Amazon, finalement, en passant par nous, il a réussi à faire beaucoup plus de ventes que ce qu'il n'espérait. Il a donc attribué un budget beaucoup plus important sur la partie Amazon par rapport aux résultats qu'on a eu. À la fois c'est important. Du DSP en plus et sur la partie Amazon. Là c'est un client assez particulier puisqu'il avait également le DSP, donc il dépense beaucoup sur Amazon, mais tous les clients ne l'ont pas. Donc voilà, ça peut se discuter aussi uniquement sur la partie AMS. Mais effectivement, et donc ce client a attribué beaucoup plus de budget sur du x2, x3, voire même pour le Q4, on est sur du x4 par rapport à l'année passée. Donc c'est important d'être agile sur ce budget et surtout qu'il réponde à vos objectifs. Alors, on a aussi des marques qui nous disent, voilà, je suis sur Amazon, mais finalement, l'objectif, je connais pas mon objectif, je veux, ou alors j'ai un objectif,
mais finalement, il paraît pas très atteignable, du moins à court terme. Donc, c'est très important. Ouais. Mais on est là aussi pour vous aider à définir l'objectif sur le moyen long terme. C'est-à-dire qu'Amazon, faut penser sur le moyen long terme. Donc, on est là pour atteindre cet objectif, mais également vous aider à le planifier. Voilà. En lien avec ce qu'on vient de se dire, comment être sûr d'avoir des vrais résultats? Justement, ça, c'est une des questions aussi qui revient. Même toi, quand tu fais des audits, on nous demande souvent comment je suis sûr que ça fonctionne, comment je suis sûr qu'en passant par vous, on ait des résultats, etc. Ouais. Et justement, cette notion d'objectif est très importante. On a des clients qui ont des objectifs vraiment très différents les uns des autres. On s'adapte, on les accompagne dans la réalisation de ces objectifs. Mais le point qui va être très important pour atteindre l'objectif, c'est donc déjà qu'il soit clair, qu'il soit atteignable sur le moyen long terme. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le marché va être capé en termes de volume par sa taille. Ouais. Donc, c'est important qu'il soit clair, réalisable, et surtout que la marque soit prête à tester tout ce qui est visuel, tout ce qui est promotion Amazon, etc. Ouais, donc faire du A/B testing notamment aussi, par exemple. Et exactement, qui va participer à la réalisation des objectifs, quels qu'ils soient. Autre question, sur Amazon, bon, évidemment, il faut gérer son stock, c'est un vrai sujet. Les clients nous posent souvent la question de est-ce qu'il faut faire de la publicité ou avoir de la publicité active quand ils sont en rupture de stock? Qu'est-ce que tu leur répondrais? Alors, effectivement, ça nous arrive régulièrement. Malheureusement ou heureusement, on va dire que c'est un problème de riche, comme on dit, c'est-à-dire que dès qu'on se met à trop vendre, les stocks ont du mal à suivre derrière et donc ça arrive qu'on tombe en rupture de stock. Dès qu'un produit est en rupture de stock, on coupe immédiatement l'intégralité des publicités. Alors, il y a deux écoles. Il y a ceux qui disent qu'il faut effectivement la laisser active parce que l'historique d'Amazon est très important. Je suis d'accord avec ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dès qu'un produit est en rupture de stock, il va forcément y avoir des retours. C'est-à-dire que tu as forcément des retours sur Amazon. Les retours reviennent dans ton stock la plupart du temps parce qu'ils sont en bon état. Et donc, ton produit va repasser actif sur 1, 2, 3 unités. Et le problème de ça, c'est que la publicité va tout de suite s'activer sur ces produits restants, va afficher ton produit partout parce que c'est une stratégie. Et tu es quasiment sûr à 100% de vendre via la publicité parce que ton organique aura tendance à diminuer à ce moment-là. Totalement. Donc forcément, tu vas être 100% dépendant à ce moment-là de la publicité et tu vas avoir du coup un TAC très élevé et donc ça va être des ventes qui vont être très peu rentables alors que si tu as 2-3 unités, tu sais que tu vas les vendre en organique et donc autant les vendre en organique et on reprendra une stratégie de lancement, on va dire, entre guillemets, en fonction de la durée de la rupture de stock pour la suite. Ouais, donc effectivement, c'est comme si tu faisais du travail pour rien parce que comme tu dis, tu vas vendre peut-être 2-3 unités mais directement tu seras en rupture de stock. Donc, tu auras payé de la publicité pour pas grand-chose. Autant tout couper. Question suivante qui n'a pas forcément à voir avec ce sujet, c'est plutôt concernant les mots-clés. Comment est-ce que tu conseillerais à l'audience qui nous regarde de choisir les bons mots-clés? Alors ça, effectivement, c'est une question que j'ai souvent en call client, c'est OK, on lance un nouveau produit sur Amazon qui marche très bien sur notre site, etc. On lance. Mais on veut aller vite. On va aller vite sur ce produit. Et là, pareil, encore une fois, il y a deux écoles. Soit on reste prudent, on lance dans un premier temps des campagnes automatiques. On voit Amazon qui cible beaucoup de mots-clés de la sous-catégorie et on sélectionne ceux qui vendent, qui ont les meilleures conversions, etc. Et on affine le ciblage. On élargit les ciblages avec du run, vous dirigez vers le store, etc. Mais cette stratégie, l'inconvénient, c'est qu'elle prend un peu de temps, elle prend quelques semaines. Soit on dit, OK, on veut y aller tout de suite, selon les conditions, bien sûr, à respecter, on verra plus tard. L'inconvénient, c'est que cette stratégie prend du temps. Si on veut aller plus vite, on peut se dire, OK, on connaît le produit, on connaît les mots-clés principaux, on les cible, eux, en exact, on cible les produits concurrents dans des campagnes exactes, et on y va, on lance un budget dessus, on voit ce qui se passe, et comme ça, on apparaît effectivement beaucoup plus sur les mots-clés principaux. L'inconvénient de ça, c'est qu'on n'est pas sûr que les mots-clés forcément convertissent. On n'est pas sûr non plus de la rentabilité des mots-clés. Ça peut être très dangereux dans le sens où on peut dépenser beaucoup d'argent. Par exemple, je vais prendre un exemple qui est arrivé avec un de nos clients, mais je ne vais pas dire le nom du produit du client, bien sûr. On va prendre l'exemple des brosses à dents. C'est-à-dire que tu vends des brosses à dents en bambou. Ça a été la mode pendant un moment. C'est la mode comme le savon au lait de chèvre. Voilà. Tu vends des brosses à dents en bambou. OK. Du coup, tu vas te dire, OK, super, je vais cibler le mot-clé brosse à dents.
c'est un mot-clé, effectivement, tu vas faire quelques ventes, mais d'expérience, je l'ai pas fait, mais je sais que ce mot-clé-là va dépenser beaucoup d'argent parce que les enchères vont être très chères. Ouais. Et les personnes qui recherchent des brosses à dents ne recherchent pas forcément des brosses à dents en bambou. Donc, tu vas dépenser beaucoup d'argent, faire quelques ventes, mais finalement, ce mot-clé va pas être intéressant. Donc là, tu as deux solutions. Ouais. Soit tu te dis, OK, lui, je le cible pas, je me concentre sur la longue traîne, donc les mots-clés autour de ce mot-clé. Soit tu le brides au niveau de l'enchère, quitte à toujours être présent, mais sur seulement les personnes qui sont susceptibles d'acheter ce produit via ce mot-clé. Donc là, ça peut être dangereux en ciblant justement, en anticipant les ciblages. Mais ça permet effectivement d'accélérer un lancement produit. Donc voilà, tu as ces deux écoles, ça va dépendre de ton budget, encore une fois, de tes objectifs. Voilà. Alors sinon, moi, ce que je retrouve aussi dans les audits, c'est quand les clients me posent des questions sur leur campagne, ils me disent, OK, voici telle campagne, est-ce qu'elle est pertinente ou pas? Est-ce que je l'archive? Qu'est-ce que je fais? Donc toi, concrètement, comment tu mesures le succès d'une campagne? Là, en fait, tu as plusieurs réponses possibles. C'est-à-dire que déjà, de base, ça va dépendre de ton objectif. Et du coup, tu vas surveiller des KPI différentes. Ouais. C'est-à-dire que si ton objectif, par exemple, c'est la conversion, tu vas peut-être effectivement beaucoup plus regarder la cause ou le ROAS qui va indirectement influencer le TACOS, donc ta rentabilité globale. Si, par exemple, c'est les ventes, tu vas regarder les ventes. Si, par exemple, nous, on a un client, par exemple, il nous dit, voilà, mon KPI, c'est le new to brand. C'est-à-dire, c'est les premiers acheteurs de la marque sur Amazon. Donc, dans ce cas, on met en place une stratégie pour avoir un maximum de new to brand. Ouais. Donc, en fait, voilà, chaque objectif a son KPI. Et ce qui est intéressant de prendre en compte, c'est que c'est pas parce qu'une campagne a un ACOS élevé ou un ROAS faible que forcément elle est à supprimer si on est dans un objectif de rentabilité. Parce qu'elle peut amener de la notoriété justement de la marque. Et c'est pour ça que ça va dépendre des périodes dans lesquelles tu fais ces publicités. Par exemple, là, on tourne la vidéo, on est fin septembre, on approche au Q4. Là, on va être dans un objectif justement d'aller chercher du ciblage très large pour aller justement chercher une nouvelle audience. On va aller se rendre visible auprès d'une nouvelle audience. Donc forcément, c'est des campagnes qui peut-être vont être un peu moins rentables, même si on est dans un objectif de rentabilité sur le Q4. La rentabilité, elle viendra dans les mois à venir. Novembre, décembre, où là, on va faire du gros chiffre. Ça va dépendre à la fois des périodes, de ton objectif. Tu vas surveiller des KPI plus ou moins différentes. Et nous, on s'adapte aux clients à chaque fois, justement. Non seulement on surveille, mais on met en place une stratégie qui va booster ce KPI. Alors, c'est intéressant aussi, parce que ça me fait penser à quelque chose. C'est qu'à Noël, souvent, les gens, à Noël ou Black Friday, les gens ont toujours peur d'avoir des enchères, des CPC qui sont super hauts, très élevés. Et au final, on se rend compte que, comme dans ces périodes, l'intention d'achat est extrêmement forte, on se rend compte que même si les CPC sont plus élevés, au final, on se rend compte que les ROAS sont bien meilleurs, même que des périodes plus stables. Pourtant, on pourrait se dire l'inverse. Ça, c'est grâce justement, si tu mets en place justement une stratégie complète sur l'ensemble du Q4, là, tu peux arriver à performer, comme tu le dis, sur la Friday Week ou sur Noël. Et là, je te renvoie vers une vidéo qu'on a tournée justement à ce sujet, où on parle de ça. Maintenant, si tu n'as pas mis en place de stratégie similaire à ce qu'on met en place nous, là, tu peux dépenser une somme assez énorme. Même si tu fais des ventes, tu peux dépenser bien plus que ce que tu ne vends. D'ailleurs, si jamais vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à nous soutenir. Un petit like, ça fait toujours plaisir. Un commentaire, s'abonner, c'est toujours hyper apprécié. Bon, là, on arrive sur la dernière question de cette vidéo. On a parlé donc de tous ces indicateurs de performance. Maintenant, par rapport à tous ces acronymes et par rapport à d'autres qu'on n'a pas forcément cités, quels sont ceux que tu regardes le plus, qui vont le plus t'importer? Effectivement, on regarde bien évidemment l'ACOS, le ROAS, le TACOS. C'est ce que regarde finalement quasiment l'intégralité des clients, qu'importe leur objectif. Néanmoins, on apporte une attention toute particulière au CTR, donc c'est au taux de clic. C'est-à-dire, c'est le nombre de clics par rapport au nombre d'impressions. La moyenne d'Amazon, c'est autour d'1%. Donc, on va surveiller cet indicateur pour savoir si la première image et le titre est assez optimisé pour justement générer du clic et derrière générer des ventes. Autre point important, ça va être justement lié à celui-ci, c'est le nombre d'impressions. C'est-à-dire que si un mot-clé va faire finalement peu d'impressions par rapport au volume global de ce mot-clé, on va peut-être se poser des questions justement sur le niveau d'enchère, le niveau de budget, etc. Pour avoir des impressions suffisantes tout au long de la journée pour ce mot-clé. Et le dernier point qu'on rajouterait, on en a pas mal parlé, c'est le taux de conversion. Donc c'est le nombre de ventes qu'on va faire par rapport au nombre de clics.
Si le taux de conversion, justement, est bien inférieur au taux de conversion global de la fiche produit, eh ben, on va se poser des questions. Est-ce que finalement, ce mot-clé-là est si pertinent que ça, au vu du marché? Voilà. On va arbitrer là-dessus. Donc, c'est des indicateurs. Il y en a d'autres, mais c'est les principaux indicateurs qu'on... Merci à toi, Quentin, d'avoir pu répondre à toutes ces questions. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pu apprendre beaucoup de choses. C'est des questions qui reviennent très souvent. N'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. C'est hyper important pour nous, pour qu'on puisse remonter sur l'algorithme. En tout cas, chez Skyvision, nous vous accompagnons sur la gestion de vos publicités sur Amazon. On propose des audits offerts pour faire le point avec vous, pour vous permettre d'atteindre vos objectifs sur Amazon. Merci à toi, Quentin, c'était vraiment un plaisir. Merci à toi, Erwan. Et si vous avez des suggestions de vidéos, des thèmes, des questions qu'on n'a pas abordées ici, vous voulez qu'on fasse une vidéo spécifique là-dessus, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. Ce sera un plaisir d'y répondre. À la prochaine.